Bonjour et bienvenue dans Origin Story. Aujourd'hui, nous allons parler d'un des monstres les plus terrifiants de l'histoire du cinéma, le Predator. Alors moi, à partir du moment où il y a des dreadlocks, ça me fait jamais peur. Ah! Le Predator est un extraterrestre venant de la planète Yaoja Prime. Il fait partie de l'espèce Yaoja qui possède un code d'honneur spécifique basé sur la chasse. Et les trophées? Je me rappelle dans Predator 1, il caresse le crâne d'un soldat, il le range délicatement comme si c'était un bijou. On peut aussi voir une salle des trophées à la fin de Predator 2 quand Danny Glover vient défier le monstre dans son vaisseau. Tiens d'ailleurs, le Predator, ton Yaoja là, il a été créé avec le premier film Predator? C'est ça, il apparaît même dès la première scène. On voit le vaisseau du Predator arriver vers la Terre et larguer le module du Yaoja. Mais notre invité du jour en parlera mieux que moi, le grand analyste Philippe Brouillon. Et oui, en effet, c'est formidable, parce que McTiernan, il prend pas le spectateur pour un imbécile. Il introduit dès le départ l'élément fantastique du film pour créer de la cohérence. Donc quand la créature apparaît, on n'est pas surpris par la survenance du fantastique dans un récit de guerre, car McTiernan nous a prévenu dès le départ, grâce à ce procédé de mise en scène, un procédé qu'on appelle une préparation-paiement. Et là, on sent l'influence d'Alien de Ridley Scott sur ce plan dans l'espace, avec le titre qui apparaît. Tout de suite après, on voit un vaisseau s'approcher de la Terre et larguer un module, c'est formidable! Et là, regardez bien, le militaire qui baisse le rideau, il nous dit quoi? Ce militaire, c'est le réalisateur qui nous dit « Vous pensiez voir un film de guerre avec des hélicos et des soldats? Eh ben non, je baisse le rideau, c'est pas ça que vous allez voir un film fantastique avec un extraterrestre tueur qui va chasser de l'humain. Regardez cette finesse dans la mise en scène, cette intelligence, là, dans les crédits. Il place le Directed by John McTiernan sur le torse de Schwarzy. Donc là, il nous dit quoi? Il nous dit, c'est moi qui commande, c'est pas la star du film, c'est moi qui dirige ce gros bras. Mais vous voyez, donc dans les films d'action des années 80, c'était intelligent, c'était bien fichu, il y avait de la mise en scène, hein. C'était pas les Avengers et compagnie, toutes ces grosses dopes. Eh bien merci Philippe pour cette brillante analyse, mais pour en revenir à la créature elle-même, il faut savoir qu'elle a été créée par deux frères, Jim et John Thomas. Dans les années 80, une rumeur assez comique circule à Hollywood sur un 5e volet de Rocky affrontant un extraterrestre. Me dis pas que c'est cette blague qui va aboutir au scénario de Predator. Et si, les frères Thomas ont écrit un script baptisé Hunter et ils vont le proposer à plusieurs maisons de production. La Fox et le producteur Joel Silver récupèrent le projet et mettent Arnold Schwarzenegger sur le coup vu qu'ils avaient bossé avec lui sur Commando. Mais je crois que notre collègue Hakim Debiche veut nous parler d'un film qui aurait inspiré les frères Thomas. Salut à tous, c'est Hakim Debiche pour un nouvel épisode d'Origin Story et aujourd'hui on va vous parler d'un mauvais film qui mérite qu'on en parle quand même. Terreur extraterrestre est un film de science-fiction américain sorti le 26 septembre 1980 aux États-Unis. Il est réalisé par Graydon Clark, à qui l'on doit le très opportuniste Black Shampoo, et raconte comment des disques volants attaquent des vacanciers venus passer des vacances vacancières. Et ce qui m'intéresse, c'est que ces disques, on dirait un croisement entre les shurikens du Predator et le facehugger d'Alien. Le film est assez proche des slashers et on y retrouve la même idée que dans Predator, celle d'un extraterrestre éclaireur venu chasser des humains. La forme du film est effroyable, donc je ne peux pas vraiment vous conseiller d'y jeter un œil, mais sachez qu'on peut quand même y voir des vétérans qui cachetonnent, comme Jack Palance, le chef de Jack Nicholson dans Batman, Martin Landau de Mission Impossible et Cameron Mitchell qui affrontait Gary Cooper dans Le Jardin du Diable, un film que là par contre, je vous recommande chaudement. Et j'en profite parce que j'ai une anecdote cool à propos du créateur du look du Predator, Stan Winston. Quand il est embauché pour faire le design du Predator, il travaille avec James Cameron sur Aliens, et c'est Cameron qui lui suggère d'ajouter des mandibules sur la gueule du monstre. Winston est ensuite recommandé à McTiernan par Schwarzenegger en personne, vu qu'ils viennent de travailler ensemble sur Terminator. Voilà, c'est tout pour moi, et comme je sais que vous avez désespérément besoin d'une transition sur l'apparence du Predator, vous pouvez m'en dire plus sur l'apparence du Predator? Eh bien, quelque part, Stan Winston n'est que le deuxième créateur de Predator, puisqu'avant son arrivée, la bête avait un tout autre look qui faisait beaucoup moins peur. Et ça devait être Jean-Claude Van Damme dans le costume, sauf qu'il a refusé parce qu'il n'arrivait pas à respirer sous le masque et il pensait qu'il pourrait faire du karaté avec Schwarzy. Finalement, son renvoi lui a été bénéfique car il a fait Bloodsport dans la foulée, film qui a fait de lui une star des arts martiaux. Ouais, mais c'est pas Origin Story JCVD. J'avais vu que le Predator il faisait 2,20 m pour 200 kg. Beau bébé. Un bébé bien équipé. Il possède une armure avec un casque bien stylé, des sortes de dreadlocks à l'arrière de la tête, des petits yeux enfoncés dans le crâne, des crocs pointus, des énormes mandibules. Un look monstrueux qui participe grandement à l'effroi que suscite le personnage et qu'on doit donc au légendaire Stan Winston. Et sous le costume du Yaoja, on retrouve Kevin Peter Hall, 2,19 m. Et les armes alors? Le Predator a à sa disposition un véritable arsenal. En plus de son casque lui conférant une vision infrarouge, il possède un camouflage optique, une sorte d'épée télescopique sur son bras et surtout un puissant canon sur l'épaule. Il a aussi un disque ultra tranchant, un filet, un fouet, et à partir du 2, il a une lance télescopique de malade mental. Et il adore arracher la colonne vertébrale de ses victimes. Il a aussi la capacité d'imiter des voix humaines comme on peut notamment le voir dans Predator 1 et 2, mais aussi dans The Predator, le dernier volet sorti au ciné en 2018. Si le Predator est toujours une figure iconique de la SF,
c'est qu'il a su préserver au fil des années son aura cauchemardesque. Il a eu droit à plusieurs films, Predator 1 et 2 évidemment, les deux Aliens vs Predator, Predators et The Predator. Puis Predator Supremacy, Predator malgré lui, Predator Forever... Et surtout, il possède un univers étendu par les comics et les jeux vidéo. Ouais, il y a tout un Predatorverse, mais rien que dans les films, il y a des trucs un peu abusés, genre les Predachiens, le Predalien, t'as un peu envie de leur dire « Hey les gars, reposez-vous ». On ne connaît pas grand-chose de la planète d'origine des Predators, Yaoja Prime. Toutefois, on peut déduire que les extraterrestres connaissent l'humanité depuis longtemps. En effet, dans Predator 2, on peut voir une sorte de crâne de dinosaure dans le vaisseau à la fin, ce qui laisse penser qu'ils viennent chasser sur Terre depuis très longtemps. Ah ok, les mecs venaient chasser du T-Rex sans pression pour accrocher leur crâne dans leur salon. Mais on voit aussi les crânes de xénomorphes dans ce vaisseau, non? Exact. C'est de là que vient l'idée des romans Alien vs Predator qui ont ensuite donné les films. Il y avait pas aussi une connerie comme quoi ils venaient sur Terre que pendant les périodes de forte chaleur? C'est quand l'été est très chaud que ça se passe. C'est le personnage d'Anna qui en parle dans Predator 1. C'est d'ailleurs elle qui comprend vite à qui ils ont affaire. Elle raconte que dans son village, la créature venait quand il faisait très chaud. Les habitants l'appelaient El cazatrofeos de los hombres, ça veut dire. celui qui se fait des trophées avec les hommes. Moi je parle pas espagnol, mais je me rappelle que les vieilles femmes de son village appelaient la bête El Diablo Cazador de Hombres. Ça veut dire le diable qui chasse les hommes. Arrête, j'ai peur. Les deux Aliens vs Predator ont donné d'autres indices concernant les origines et la culture des Yaoja. On apprend notamment qu'ils ont construit une pyramide en Antarctique pour y élever des xénomorphes. Leur but était de balancer les ados Yaoja là-dedans pour leur apprendre le goût de la chasse. Quand même, ils se font bien chier. Pourquoi ils élèvent pas des écureuils et le but c'est d'en attraper un? Ça paraît quand même moins taré que de chasser l'alien. C'est un rite de passage à l'âge adulte, un peu comme chez les guerriers Maasai du Kenya, dont les traditions ont inspiré les auteurs. Ouais, ça doit être du plus fort quoi. Et plus le Predator ramène de trophées, plus il sera puissant et respecté par ses pairs. D'ailleurs, on peut classer les Yaoja en différentes castes. On a d'abord le Unblooded, équivalent de l'ado qui doit faire ses preuves. S'il parvient à vaincre un adversaire de valeur comme un xénomorphe, il passe au rang de Youngblooded, puis ensuite Blooded, selon son tableau de chasse. C'est quoi leur délire avec le blood, le sang, tout ça? En fait, comme on peut le voir dans Alien vs Predator, le Yaoja qui tue un xénomorphe par exemple, se fait une marque sur la peau avec le sang de sa victime. C'est la preuve qu'il a réussi son rite de passage. On a ensuite le guerrier Yaoja, sorte de mâle alpha qui parcourt l'univers pour chasser les créatures les plus féroces, comme celui du premier volet. Mais dans le deuxième, ils sont plusieurs. Ils chassent aussi en meute. Ils se font des parties de chasse en groupe avec un capitaine en charge de l'expédition. Mais dans Predators, le film de 2010, il y a un Yaoja chelou qui a pas de clan, le berserker là. Ceux-là ont bafoué le code d'honneur des Yaoja et sont bannis. Ils deviennent des sortes de ronins, des samouraïs sans maître. D'ailleurs, ce fameux code est assez similaire à celui du Bushido japonais. On appelle ces Yaoja des Bad Blood. On peut aussi en voir dans le jeu vidéo Predator Concrete Jungle sorti en 2005. Ah ouais, je l'avais sur PS2. Mais c'était naze, on pouvait pas se la jouer furtif. Comme il y a les ronins, il y a aussi les Predators appelés anciens. Ce sont les plus respectés dans la hiérarchie, un peu comme pourrait l'être un chef de clan mafieux type Yakuza. Si on y réfléchit, le Predator n'est pas un tueur décérébré assoiffé de sang. Il choisit méticuleusement ses adversaires et ne s'en prend jamais aux créatures plus faibles que lui. C'est vrai que dans le 1, il tue un des mecs de la team de Schwarzy et il laisse la femme en vie parce qu'elle a pas de quoi se défendre. Et dans le 2, dans la scène du métro, on a Leona. Enfin, le cosplay de Ripley dans Alien. Si tu veux, elle est épargnée par la créature parce qu'elle détecte que Leona est enceinte. Et dans Alien vs Predator, un des Yaoja épargne Charles Bishop Weyland car il détecte qu'il a une grave maladie. Dans le code d'honneur des Yaoja, un Predator préférera se donner la mort s'il est vaincu par un adversaire au cours d'une chasse. De la même façon, il est interdit de clamer le trophée d'un autre Yaoja. On voyait ça dans le comics Alien vs Predator Blood Time. Pas mal d'ailleurs. Et dans un duel, le Predator doit se révéler lui-même. C'est ce qui arrive dans le premier film lorsqu'il décide d'affronter Schwarzenegger sans équipement, d'égal à égal. T'as pas une gueule de porte-bonheur. On le découvre aussi dans la version roman d'Alien vs Predator. Dans 5 secondes, tu vas nous dire qu'ils sont adorables. D'ailleurs, c'est arrivé, dans The Predator. C'est vrai, il y a un Yaoja rebelle qui trahit son clan et fait cadeau à l'humanité d'une combinaison capable de tuer des Predators. Pourquoi déjà? Parce que dans le film, Shane Black introduit une nouvelle espèce, le méga Predator qui fait 3,30 m. 3,30 m. Tu sais déjà combien ça fait 3 mètres? Et comment ils ont fait un Predator de 3 mètres? Grâce à des manipulations génétiques. Ils aiment bien faire des hybrides des créatures les plus féroces de l'univers et en profitent pour améliorer leur espèce. Grâce à vos pouvoirs conjugués, me voici moi, le Capitaine Predat. Et c'est parce qu'ils estiment qu'on est plus digne d'être considérés comme de grands guerriers qu'ils s'apprêtent à nous envahir. Ils veulent nous exterminer et coloniser la Terre comme ils l'ont fait avec la planète de Predators pour en faire un gigantesque terrain de chasse. Une chasse à court, avec des prédachiens. Ok, nouvelle règle. On ne descend pas, mon chien. Leur instinct de chasseur ne doit pas justifier n'importe quoi. Ces créatures sont dangereuses avec un goût malsain pour le défi. Elles sont déterminées à détruire tous ceux qui s'opposent à eux. Leur but est de prouver qu'ils sont les meilleurs combattants, avec certes un code de conduite bien établi, mais qui repose toujours sur une loi du plus fort violente, inique et meurtrière. Son opposition au xénomorphe, une autre créature destructrice, n'est pas un hasard. C'est le tueur de masse contre le traqueur. Le chaotique face au loyal. L'instinct de mort contre l'instinct de chasse. On peut aussi les voir comme une version modernisée de Cthulhu, cette créature monstrueuse venue du fond des âges pour asservir l'humanité.
Inventé par l'écrivain Howard Phillips Lovecraft en 1928, ce monstre a beaucoup inspiré les auteurs de fantastique, en librairie comme au cinéma. Ah bah Lovecraft, formidable! Et le jeu de rôle Cthulhu est vraiment cool. En tout cas, restez fidèles, car la prochaine fois, Origin Story reviendra sur l'origine de la moustache de Tom Selleck. À bientôt.